Euh, comment conclure une après-midi. Moi, je suis ravi évidemment d'avoir été invité, d'avoir entendu les uns et les autres, y compris dans les deux temps, innovation, nouveaux enjeux de la prévention, et en même temps réalisation des mutuelles et adaptation des mutuelles aux nouveaux contextes, y compris des attentes en matière de contrats collectifs. Contexte de santé, si j'essaye de résumer un peu ce que j'ai entendu, avant de vous parler de nos convictions sur la prévention, mouvement mutualiste, et de revenir sur qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte, parce que on m'a tendu une perche, alors je ne pourrais pas passer à côté. Le contexte de santé un peu global, c'est la transition épidémiologique, c'est la transition démographique. Ça ne vous étonnera pas que j'attache de l'importance à ces évolutions. Pas seulement le vieillissement, mais globalement, on parlait tout à l'heure du fait que les cancers deviennent des maladies chroniques. Moi, j'ai travaillé d'ailleurs avec une ministre qui était du coin, qui était bordelaise, et qui disait c'est quand même une très bonne. L'explosion des maladies, des pathologies chroniques est quand même une très bonne nouvelle. C'est une victoire de société, puisqu'avant on mourait d'un certain nombre de pathologies, et que maintenant on va vivre avec des pathologies chroniques, mais c'est quand même plutôt un progrès. Donc on a aujourd'hui, dans cette transition épidémiologique, et le schéma était extrêmement parlant, des maladies cardiovasculaires, des maladies qui sont en partie liées à des modes de vie, à la sédentarité, à l'alimentation, au comportement, au tabac, etc. On a une épidémie de diabète fantastique, et notamment de diabète de l'âge, qui est à la fois lié à l'allongement de l'espérance de vie, mais aussi à l'alimentation, etc. Et donc, dans ce débat, cette question que vous posiez, euh, prévention collective ou prévention individuelle, ça avait bien été rappelé par certains intervenants au début de l'après-midi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Un des enjeux de la prévention, c'est bien euh, notre capacité collective à faire que chacun dans notre société se sente co-responsable, ou en partie en tout cas responsable, de sa prévention, de son maintien en bonne santé, et notamment dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie. Une partie de la prévention qu'on fait dès le monde professionnel et dès l'entreprise, dès la question de la santé au travail, va conditionner la santé après le travail et la manière dont on va vivre sa retraite. Et donc, n'opposons pas les démarches collectives et les démarches individuelles. La première prévention, c'est l'empowerment, la capacité à chacun à prendre en compte. Et il y a bien forcément une démarche individuelle et notre capacité à convaincre les uns et les autres, y compris ceux qui sont victimes des inégalités sociales de santé, ceux qui sont les plus fragiles, les plus rétifs à la prévention, parce qu'on sait bien qu'il y a une corrélation très forte entre capital culturel, niveau socio-économique et capacité d'approprier des messages de prévention. Et donc, on a un enjeu qui est un enjeu d'éducation, de conviction et de changement un peu d'état d'esprit, passer d'une vision un peu fataliste, la maladie qui est un élément extérieur. On a vécu beaucoup dans une situation de santé, dans une vision de la santé où on était en bonne santé, et puis à un moment donné, il y avait un événement extérieur, il y avait un diagnostic, un traitement, et puis on retrouvait l'état de santé initial. Et évidemment, l'évolution globale, alors ça reste en partie vrai, hein, ça a été rappelé, on ne peut pas tout prévenir et tout ne dépend pas des comportements. Simplement, le rapport entre les pathologies qui sont des conséquences comportementales et les autres change complètement. C'est cette transition de santé publique qui est importante. Les enjeux de la prévention dans ce cadre-là, c'est donc de bien cibler et de faire de la prévention qui s'adresse aux bonnes personnes. Parce que faire de l'activité physique adaptée pour des... Alors, ne le prenez pas mal, hein, parce que là, je fais un peu d'humour mutualiste, etc. Mais pour des retraités de l'éducation nationale qui, par ailleurs, sont très dynamiques et très actifs, c'est intéressant. Mais c'est évidemment, la question, c'est le ciblage. Ce n'est pas forcément le public qui en a le plus besoin. Et comment aller ramener vers les actions de prévention, vers des outils, fut-ils numériques,
ou par des actions plus traditionnelles sur des ateliers, les personnes qui n'ont pas du tout cette culture-là ou ce type d'habitude ou ce type d'intérêt, ou le loisir de s'en préoccuper parce qu'ils sont pris par d'autres préoccupations plus urgentes et plus immédiates, c'est un vrai sujet. Donc, enjeu, le ciblage, l'évaluation de ce qu'on fait. Alors, on parlera de l'évaluation que vous avez appelé retour sur investissement, mais l'évaluation de la prévention, ce n'est pas simplement ce que ça coûte et que ça rapporte, c'est est-ce qu'on fait bien changer les comportements et est-ce que ça se traduit par une amélioration de la santé des personnes qui sont les participants à ces actions de prévention. Un des gros enjeux, je crois, de nos politiques de prévention dans notre pays, c'est le cloisonnement. Si chaque mutuelle, si chaque complémentaire santé, si chaque caisse de sécurité sociale, si chaque caisse de retraite fait sa prévention dans son coin, sachant que l'ARS a une mission générale de définir les politiques de prévention sur les territoires, que chaque établissement de santé va aussi mener sa propre politique de prévention, etc., il y a un émiettement, une dispersion, une incohérence, une absence de visibilité. Et à la fin, notre adhérent, c'est aussi le patient qui fréquente les professionnels de santé, c'est aussi le citoyen sur lesquels les politiques publiques, auxquels les politiques publiques s'adressent. Et il y a une incompréhension de qui fait quoi en matière de prévention, et il y a probablement un manque de synergie importante. Du coup, si je vous dis ça, c'est que la mutualité, elle a toujours eu une approche qui est une approche militante de la prévention. Nous, on considère que la prévention, alors on peut le voir, et ça peut un peu faire sourire, sous l'angle des valeurs et de la morale. On peut aussi le voir, si on veut, sous l'angle de la différenciation, parce que nous, on en tire une forme de fierté. C'est un élément de différenciation des acteurs mutualistes par rapport aux autres. Nous, on ne se pose pas la question de savoir si économiquement c'est notre priorité et si on calcule le retour sur investissement. Bien entendu, il faut qu'on progresse sur la capacité à mesurer les économies éventuelles. Et on se doute bien, quand on parle de transition comme ça épidémiologique, que si on arrive à être bon sur les actions de prévention concernant l'activité physique ou l'alimentation, ça doit avoir des conséquences sur le diabète ou sur les maladies cardiovasculaires. Mais vous savez, c'est des débats sans fin, la question de l'évaluation économique. Moi, y compris avec l'IGAS ou avec les spécialistes qui évaluent les politiques publiques, quand on fait des comparaisons internationales, on a très peu d'études qui montrent des choses, et en tout cas qui en montrent sur le long terme. On peut évaluer une micro-action et regarder sur les 6 mois qui ont suivi, éventuellement, si ça a eu un impact et si les comportements ont changé. Après, on peut se dire que si on est bon en matière de prévention, les adhérents, les personnes qui prennent en main leur santé et qui s'impliquent dans la prévention vivront plus longtemps. Et on sait bien que s'ils vivent plus longtemps, ils finiront par nous coûter beaucoup plus cher. Mais ce n'est pas grave, on le fait quand même parce qu'on considère que ce n'est pas un pur calcul économique et qu'on ne peut pas réduire ces questions de santé publique à des questions uniquement financières. Je le dis fortement parce que vraiment, je crois que si vraiment on comptait le succès de la prévention, vous savez, les dépenses de santé, encore une fois, elles explosent après 70 ans. Et donc, on peut considérer que ce n'est pas ça qui doit nous freiner pour faire de la prévention. Donc, la mutualité, les mutuelles de la mutualité française ont toujours été extrêmement investies. On a notre organisation, en revanche, fédérale, qui a bougé. Et je vais conclure mon propos là-dessus, sur l'évolution de l'offre de la FNMF. Nous avons une organisation avec, à 2 niveaux, avec des actions fédérales et notamment un réseau régional d'union régionale de la mutualité française, 200 collaborateurs dont c'est le métier unique de faire de la prévention. Et donc on a une séparation de ce point de vue-là entre l'activité, on va dire, de partenaires, on va dire, des opérateurs de santé publique, des caisses d'assurance maladie, parce qu'on est un mouvement qui milite pour la santé et pas seulement une fédération d'entreprises qui commercialisent de la complémentaire santé. On est présent dans la gouvernance de l'assurance maladie, on est présent dans toutes les instances, dans les conférences régionales santé-autonomie, on travaille avec les ARS et à travers nos unions régionales, on est un des principaux acteurs, on est le principal acteur, en tout cas privé, non lucratif, aux côtés de la puissance publique dans nos actions de prévention. Ces actions, elles ont un certain nombre
on a nos orientations stratégiques qui ont été validées par nos instances. C'était ces dernières années une réflexion importante parce que le développement des contrats collectifs, et ça a été très bien expliqué, a induit nous a amené à prendre en compte de nouvelles priorités. Et quand on s'adresse aux entreprises, on voit bien qu'il y a une demande forte sur l'accompagnement autour des aidants et de la santé des aidants, qu'il y a une demande forte autour de la santé des actifs, qui sont des éléments qui étaient peut-être insuffisamment pris en compte dans nos priorités de prévention jusque-là. Ça devient des éléments importants et donc des éléments aussi de différenciation et de capacité à nouer des relations constructives avec les entreprises dans le cadre des contrats collectifs. On voit aussi que la famille, la petite enfance, l'aide à la parentalité, l'aide à la parentalité, par exemple, pour le parent isolé qui élève des enfants, etc., tout en conciliant ça avec une vie professionnelle, ce sont des éléments nouveaux que nous avons pris en compte dans nos orientations stratégiques, à côté d'options plus traditionnelles. Le bien vieillir et la prévention de la perte d'autonomie, c'est encore 40% de nos actions de prévention au niveau national, FNMF. La prévention des maladies chroniques, la santé environnementale, qui est un thème qui se développe beaucoup et auquel on a consacré nos dernières journées de rentrée. Et puis évidemment, et on va pas mal en reparler dans les temps qui viennent, la question de l'audition et de la santé visuelle, qui sont, parce qu'on est le principal financeur, et mettons-y le bucco-dentaire aussi, des sujets dont on ne peut pas se désintéresser. Nous travaillons par définition avec l'ensemble des acteurs en transversalité, en essayant d'être en synergie avec ce que font les pouvoirs publics et en complémentarité. Nous travaillons dans la logique aussi d'aider nos mutuelles adhérentes. Et ça, c'est la grosse évolution de l'offre de services fédérale. Ne pas être dans le faire ou dans la relation avec l'adhérent, ce qui a été parfois dans le passé une des priorités de nos politiques de prévention. Aujourd'hui, la FNMF et ses unions régionales, elles sont en train d'évoluer vers l'offre de services aux mutuelles adhérentes et non plus aux adhérents de nos mutuelles adhérentes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais l'idée c'est produire du contenu, être centre de ressources et d'expertise au profit de nos mutuelles, produire des contenus en marque blanche qui vont aller dans les outils notamment numériques des mutuelles, produire des contenus, aider à l'ingénierie de programmes de prévention qui sont ensuite... Et donc, ce qui était expliqué sur la table ronde sur notre enjeu d'arriver à trouver l'équilibre entre du sur-mesure entreprise par entreprise ou du sur-mesure en fonction des types d'adhérents, de public d'une mutuelle par rapport à l'autre. On sait que d'une région à l'autre, en fonction aussi du portefeuille de chaque mutuelle, on peut avoir des priorités qui sont différentes. Arriver derrière à avoir un back-office qui industrialise un peu. C'est vrai dans chaque mutuelle et notamment dans les grands groupes, mais la FEDE est aussi derrière en offre de services pour aider avec des professionnels et avec le lien un peu particulier que nous avons avec les pouvoirs publics. Et puis le gros enjeu demain, c'est, on a entendu les startups, on a entendu les nouveaux outils. Il y a ce qui a été présenté aujourd'hui, mais globalement, la dynamique est extrêmement forte. Et évidemment, si on veut être plus efficace, si on veut toucher plus, et notamment de façon plus personnalisée, on aura besoin de ces outils. Et donc, la mutualité, la FEDE, va engager une série d'événements pour faire rencontrer non seulement vous, des responsables de mutuelles de livre 2, mais aussi parce que c'est notre particularité, c'est aussi ce qui nous donne une légitimité en matière de prévention. Nous gérons 2600 services de soins et d'accompagnement mutualistes, et donc nous avons une expérience de la prévention qui est aussi celle que nous mettons en place dans nos services, dans nos établissements, dans nos cliniques, dans nos EHPAD, et donc faire rencontrer aussi des startups, en tout cas des entrepreneurs qui, autour de l'innovation, vont nous permettre de réfléchir au changement de paradigme, à la fois dans le livre 2 et le livre 3. La première a lieu le 29 novembre autour de la question de l'autonomie. En partenariat avec la Silver Valley, on a organisé une première journée où on va essayer
avec Génération Mutualiste, on a sélectionné un certain nombre de solutions innovantes qui nous paraissent pertinentes avec l'expertise de la Fédé dans la sélection des startups qui seront mises en relation avec les différents responsables de mutuelles. Et on espère que la Fédé peut accompagner aussi cette réflexion sur l'innovation. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.